Bonjour tout le monde et bienvenue pour l'actu politique et cette semaine je vais vous parler de la crise politique qui fait suite au rejet du texte sur l'immigration de Gérald Darmanin ce lundi par l'adoption d'une motion de rejet préalable et puis je vais vous parler aussi de la sanction que j'ai reçue de la part de Madame Le Pen et de Madame Braun-Pivet parce que je trouve que c'est un précédent historique dans l'Assemblée nationale. Je vais vous en dire quelques mots mais d'abord je commence donc par cette crise politique ouverte par le rejet du texte de Gérald Darmanin sur l'immigration. Que s'est-il passé ce lundi ? Les écologistes avaient déposé une motion de rejet préalable. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quelque chose qui permet qu'on repousse un texte avant son examen en hémicycle de l'Assemblée nationale. Je précise tout de suite que ça ne veut pas dire un refus du débat, puisque le débat avait eu lieu d'abord en commission des lois de l'Assemblée nationale. J'y siège, ça avait duré 43 heures. Je vous en ai d'ailleurs parlé sur cette chaîne, et puis vous avez peut-être vu circuler les interventions qu'on a faites en commission des lois de l'Assemblée nationale sur le projet de loi immigration. Mais justement, la commission des lois nous avait convaincus du fait que ce texte était inutile, dangereux, contre-républicain, raciste, et qu'il n'apportait rien d'utile à notre patrie. Donc on avait pris la décision, nous collectivement, de repousser ce texte. Mais on n'était pas les seuls, parce qu'en commission, en fait, il y a eu les mêmes résultats de vote au niveau des groupes parlementaires que ceux qu'on a retrouvés ensuite en hémicycle. La seule différence entre la commission et l'hémicycle, c'est qu'en commission, comme le vote a eu lieu à 2 h du matin, il y avait certaines personnes qui n'étaient pas présentes. Alors les insoumis, on ne peut pas nous faire le reproche. Nous, on était 7 sur 9, sachant qu'il y en avait une qui était en arrêt maladie et un qui a eu un problème perso et qui n'a pas pu venir avec nous. Mais globalement, on était aussi présents qu'on pouvait. C'est plutôt aux autres qu'il faut s'en prendre si le texte n'a pas été rejeté en commission, mais passons sur les détails. Donc ce lundi, arrivé à l'Assemblée nationale, le texte de M. Darmanin. Et M. Darmanin savait qu'il n'avait pas de majorité pour faire passer ce texte. Je vais vous dire, à mon avis, comment il a fait pour espérer pouvoir avoir une majorité, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Ça s'appelle la corruption. Mais j'en parle juste après parce que je préfère d'abord me concentrer sur ce qui s'est passé ce lundi et sur les suites qu'il va y avoir après le rejet de ce texte en hémicycle. Donc, une motion de rejet préalable, c'est on repousse le texte avant même que l'examen commence en hémicycle. Ça est passé à 270 voix contre 265, donc c'était vraiment très juste, vous l'avez vu, nous les députés insoumis on était 75 sur 75, on peut se féliciter de notre mobilisation, c'était pas le cas de tous les groupes, et notamment chez les macronistes, il en manquait je crois 8 ou 9, et donc je pense qu'ils se sont fait un peu taper sur les doigts, parce que au final, si la motion de rejet préalable a été adoptée, c'est largement dû au fait qu'ils n'étaient pas aussi mobilisés que nous de leur côté, ça à force de faire des 49.3 et de donner l'impression que l'Assemblée nationale ne sert à rien, les macronistes ont fini par eux-mêmes créer les conditions de leur désordre et de leur démobilisation. Vous avez là aussi un des aspects de la crise politique. Mais ce qui est central dans la crise politique en ce moment, c'est que un rejet d'un texte par une motion de rejet préalable, c'était pas arrivé depuis 25 ans. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1998, c'était sur le PACS et le texte avait été repoussé avant même que commence l'examen en hémicycle. Pourquoi c'est très rare ? Parce que normalement, quand on essaye de faire passer un texte à l'Assemblée nationale et qu'on n'a pas prévu de faire un 49.3, on s'assure d'avoir une majorité. Là, M. Darmanin ne s'est pas assuré d'avoir une majorité, il n'a pas convaincu les groupes politiques et donc les écologistes, nous les insoumis, les communistes, les socialistes, les républicains et le Rassemblement national ont voté favorablement à cette motion de rejet et donc ont voté défavorablement au texte sur l'immigration pour des raisons différentes. L'extrême droite et la droite républicaine, c'est parce qu'ils estimaient que le texte n'était pas assez dur et nous, de notre côté à gauche, on estimait au contraire que ce texte n'était pas utile, était dangereux et menait à des situations qui allaient augmenter le bazar et le chaos sur les questions migratoires. Alors, vous avez peut-être vu que immédiatement, les médias ont repeint cette brillante victoire de la gauche en une victoire pour la droite des Républicains, voire pour l'extrême droite. Pourquoi font-ils ça ? Parce que ce que nous avons gagné à l'Assemblée nationale, c'est d'infliger une défaite à Gérald Darmanin. Et ce que nous avons par ailleurs gagné, c'est que pendant 2 semaines, on va parler d'autre chose que de propos racistes, que de propos rances sur les questions d'immigration qui stigmatisent les immigrés comme étant des personnes responsables de tous les maux, de la violence dans la société, des vols, des agressions, etc. etc. Vous connaissez, c'est le vocabulaire permanent de la droite, de l'extrême droite et des chaînes de télé. Et donc on a réussi à faire en sorte que pendant 2 semaines, on parle d'autre chose que de ça. D'ailleurs, les macronistes se sont vendus sur le sujet parce que Madame Nadia Hey, la vice-présidente du groupe Renaissance, elle a déclaré dans une émission de télé, c'est filmé, il y a la VAR, qu'il servait sur un
plateau d'argent un débat au Rassemblement national. Donc ils font la démonstration qu'ils voulaient faire un cadeau au Rassemblement national, les macronistes, en leur proposant un texte sur l'immigration pour leur permettre de développer leur thème pendant des heures et des heures. Donc c'est bien une victoire de la gauche. Alors pourquoi les médias disent l'inverse? Pourquoi les médias disent que c'est une défaite de la gauche? Est-ce que vous avez déjà entendu les médias dire que la gauche avait gagné quelque chose? Question. Parce qu'en réalité, ça n'arrive jamais. Vous voyez, chaque fois qu'on obtient des victoires, eh bien, les médias essayent de transformer ça en des défaites. Donc, ils disent, c'est une défaite de la gauche, car le texte sera plus dur à l'issue de la CMP qui va décider de l'avenir de ce texte. On comprend rien, parce que personne ne sait ce que c'est qu'une CMP, ah bon, il y a quelque chose qui se passe, etc. Et donc, à la fin, à force qu'ils le répètent, on finit par se dire, ah oui, sans doute que la gauche n'aurait pas dû voter la motion de rejet et que donc on aurait dû débattre du projet de loi immigration. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe maintenant et je vais vous expliquer ce qui se serait passé aussi si on n'avait pas voté cette motion de rejet. Là, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il y a donc une commission mixte paritaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? CMP, c'est ça le truc. C'est 7 députés, 7 sénateurs qui se mettent ensemble dans une petite salle et dans cette petite salle, il n'y a pas de caméra et on ne sait pas exactement ce qui s'y passe. Donc, ils se mettent d'accord. Et Macron gouverne le pays comme ça depuis en fait 1 an et demi. Soit il gouverne par CMP où la droite du Sénat qui est majoritaire et les macronistes se mettent d'accord et en fait co-gouvernent le pays comme ça, soit ils se mettent pas d'accord et alors ça passe par des 49.3 ou des actes d'autorité ou des petites magouilles pour faire passer les textes. Bon, donc là il y a une CMP et donc les médias disent oui mais comme la droite est majoritaire à l'intérieur de la CMP avec les macronistes, eh bien le texte qui va sortir de la CMP va être beaucoup plus dur que celui qui serait sorti de l'Assemblée nationale si des débats avaient pu avoir lieu. Donc c'est bien une défaite de la gauche et une victoire de la droite et de l'extrême droite. Ok, il se serait passé quoi exactement si on n'avait pas rejeté le texte en début d'hémicycle? On aurait parlé, on aurait fait des amendements, on aurait adopté un texte et puis ensuite ce texte serait retourné au Sénat où il se serait passé quoi? Ça serait redevenu un texte d'extrême droite. Donc ça aurait été exactement la même chose. On se serait retrouvé de nouveau avec un texte issu du Sénat. Ou bien, il aurait pu y avoir quoi? Une CMP. Donc exactement la même situation que celle dans laquelle on est aujourd'hui. C'est bien donc une victoire pour nous, la gauche, parce que on a évité que pendant 2 semaines, on se tape en continu les sujets de la droite et de l'extrême droite sur les questions d'immigration et que les médias puissent mouliner en disant oh, regardez un migrant qui a attaqué quelqu'un, oh, mon Dieu la catastrophe, l'immigration, etc., etc. Donc vous voyez bien qu'on a épuré ou apuré le débat politique pendant 2 semaines. Brillante victoire de la gauche, félicitations à nous, parce que si on ne le dit pas nous, eh ben faut pas compter sur les médias des milliardaires pour dire que la gauche a gagné quelque chose. Enfin, soyez un peu cohérents, les gens qui disent oui les médias ils racontent n'importe quoi et qui en même temps disent bouh à bas la gauche, dites-nous c'est quand qu'ils nous donnent le point les médias. Et par contre, regardez bien les médias et écoutez les thèmes qu'ils portent, écoutez la manière dont ils parlent, regardez les invités qu'ils invitent et puis dites-moi si vous trouvez qu'ils aident pas la droite et l'extrême droite. Bien sûr que si, ils font ça depuis le début. Ils ont fait CNews et maintenant comme CNews est passé devant BFM en audience, BFM est en train de copier CNews, donc allez vas-y, tout le monde devient CNews, tout le monde parle comme l'extrême droite et il y a un seul endroit où on peut parler différemment, c'est les réseaux sociaux et c'est la raison pour laquelle, en tout cas pour ce qui concerne les Insoumis, nous on investit massivement les réseaux sociaux. Je le fais en ce moment sur cette chaîne YouTube, d'ailleurs je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est le moment en cliquant sur la petite cloche, parce que comme ça au moins vous êtes informés quand je publie des vidéos, parce que vous n'avez pas juste à allumer la télé pour trouver le truc, non là il faut chercher la vidéo. Ça demande un petit peu d'effort de s'informer correctement, mais c'est ce qu'on essaye de faire ici. Donc vous voyez bien que au final ce qui se passe c'est qu'on a infligé une défaite à Darmanin, et quand on inflige une défaite à Darmanin, on inflige une défaite à l'aile droite de la Macronie, donc c'est bien une victoire pour la gauche de ce pays. Darmanin, il a fait ce qui était logique dans ce genre de situation, il a proposé sa démission au président de la République. Et c'est Macron qui n'a pas fait ce qui est logique dans ce genre de situation parce qu'il a refusé la démission de Gérald Darmanin. Donc là, on entre dans une crise politique nouvelle, vu que un ministre qui est désavoué par l'Assemblée nationale reste là, qu'un texte qui est désavoué par l'Assemblée nationale reste là, et qui vont aller discuter entre eux à la commission mixte paritaire, donc à la CMP, de savoir ce qu'on fait de ce texte. Mais cette crise politique, elle n'est pas finie parce que cette commission mixte paritaire devrait soit aboutir sur un texte, soit ne pas aboutir sur un texte. Je vous parle des 2 situations. Il peut y avoir une commission mixte paritaire non conclusive. Non conclusive, ça veut dire qu'ils ne se sont pas mis d'accord. Auquel cas, Emmanuel Macron a dit qu'il abandonnait le texte. Donc on aurait infligé une énorme défaite à la Macronie si jamais c'est ça qui arrive. Ou bien la commission mixte paritaire peut être conclusive, mais là on ne doute pas du fait que si elle est conclusive, ça voudra dire que le texte aura été durci par la droite et que donc ce sont les macronistes
macronistes qui se retrouvent dans la situation de devoir dire ce qu'ils pensent de ce texte. Nous, c'est clair. Si le texte il est durci, eh ben, ça nous fait encore plus de raisons de voter contre. Mais à l'intérieur des macronistes, il y en a plein qui nous ont dit qu'ils ne voulaient jamais voter le texte du Sénat, qu'ils ne voulaient pas voter un truc durci par le Sénat. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ceux qui nous ont dit ça, genre les députés du MoDem, ils vont le voter, ils vont voter un texte d'extrême droite, les députés du MoDem, et puis l'aile gauche du groupe Renaissance macroniste, ils vont faire quoi? Ils vont voter un texte d'extrême droite. Monsieur Sacha Houlier, qui prétend être l'aile gauche de la Macronie, va faire quoi? Il va voter un texte d'extrême droite? J'attends de voir ça. Désormais, ceux qui sont dans la sauce, ce sont les macronistes, parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où aller, et c'est pour ça qu'on est dans un approfondissement de la crise politique. Mais cette crise politique, elle n'a pas commencé hier ou avant-hier, elle a commencé il y a 6 ans maintenant. Il y a 6 ans, avec l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, ça a été la fin du bipartisme gauche-droite, et ça a été la synthèse justement de ce groupe politique gauche-droite qui finalement, que ce soit le PS de Hollande ou que ce soit la droite de Sarkozy, tout ça, ils gouvernaient de la même manière. Et donc tout ça a fusionné dans un bloc central, tandis que de part et d'autre, il y a eu Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui incarnaient d'autres possibilités, d'autres perspectives. Moi évidemment, je suis du côté de celle de Jean-Luc Mélenchon. D'autres pensent que c'est la solution Le Pen qui peut être une bonne solution. Et moi, je vous répète que ça n'est pas une bonne solution parce que c'est la même politique économique qu'Emmanuel Macron. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est la brutalité des mots qui sont employés, mais les politiques sont assez similaires. Et d'ailleurs, sur les questions salariales, Le Pen, elle propose exactement les mêmes choses que Macron. Elle propose de baisser les cotisations, c'est-à-dire de baisser le salaire qui est socialisé, c'est-à-dire à la fin d'appauvrir les retraites, d'appauvrir la sécu, d'appauvrir tout ce qui fait notre vie commune. Nous, ce qu'on propose, c'est d'augmenter le SMIC, c'est-à-dire d'appauvrir les patrons finalement, les grands patrons en réalité, mais de partager la richesse. C'est comme ça que ça fonctionne, parce que quand vous augmentez les salaires, vous augmentez le net et le brut. Donc vous augmentez aussi le salaire qui est socialisé, donc vous financez aussi mieux les retraites et la sécurité sociale. Je vous passe sur les détails, mais c'est ça qui s'est passé en 2017. Cette crise, elle a eu un nouveau moment en 2018 avec le moment des Gilets jaunes. Et puis, ça ne s'est pas arrêté. Il y a eu la crise du Covid. Ensuite, les élections présidentielles qui auraient pu trancher dans une direction ne l'ont pas fait. On s'est retrouvé de nouveau avec Emmanuel Macron. Et 3 blocs très nets, donc le bloc macroniste, le bloc Le Pen, le bloc Mélenchon, et un 4e bloc qui est le bloc abstentionniste, qui est en fait le bloc qui peut décider de l'orientation dans laquelle emmener notre pays, soit vers l'extrême droite, soit vers la gauche républicaine et patriotique. C'est ça la grande décision qu'il y a désormais à trancher dans notre pays. Et ça n'a pas non plus été tranché par l'élection législative, encore que ce qui s'est produit dans l'élection législative, c'est que la NUPES est arrivée en tête au premier tour, et que donc c'est la raison pour laquelle nous avons le plus grand mouvement ou groupe d'opposition à l'Assemblée nationale avec 151 députés, tandis que le Rassemblement national n'en a que 88. Et vous avez vu qu'encore une fois, les médias donnent le point au Rassemblement national en disant que c'est le premier groupe d'opposition. N'importe quoi, ils s'opposent presque jamais à Emmanuel Macron, donc tu parles d'un groupe d'opposition. Mais vous voyez que cette crise politique, elle est latente. Elle est là. Il y a eu le mouvement contre la réforme des retraites, où il y avait des millions de gens qui se sont mobilisés, parce que 93% des gens qui travaillent étaient opposés à cette réforme des retraites. Donc, quand vous avez un pouvoir politique qui impose à 93% des travailleurs un projet politique qui est minoritaire, vous avez une crise politique qui est permanente. Il y a eu ça, il y a les soulèvements de la terre et tous les mouvements écologistes qui se battent contre des projets inutiles, et puis vous avez eu les révoltes urbaines de juin, et je sais qu'il y a plein de gens qui comprennent pas ce qui s'est passé, qui voient pas pourquoi les jeunes sont autant en colère, mais quand il y a un jeune de 17 ans qui se fait tuer par la police, dans n'importe quelle démocratie, on considère que c'est pas normal. D'accord ? On considère que c'est pas une chose normale. Et les jeunes, ils considéraient que c'était pas une chose normale et que c'était pas à la hauteur des promesses de la République. Donc, il s'est passé ces mouvements, et ça, c'est l'ambiance du pays, à laquelle vient de se rajouter une crise institutionnelle, puisque un ministre battu ne part pas, ne démissionne pas, continue avec son texte qui reste là, et tout ça nous donne la situation dans laquelle on est. Ils sont bien contents, à mon avis, les macronistes, d'avoir les fêtes de Noël, parce qu'ils se disent tout le monde va oublier ça, mais en réalité, personne ne va oublier ça, et la crise politique va continuer à la rentrée, parce qu'il ne peut pas y avoir d'autre issue qu'une issue électorale, une issue populaire, une issue où c'est le peuple qui tranche, et pour ça il faut de nouvelles élections, et c'est pas les élections européennes le 9 juin qui vont permettre de trancher, même si c'est des élections qui arrivent un peu à mi-mandat, et moi d'ailleurs je vous invite à vous inscrire sur les listes électorales pour pouvoir y participer, et pour pouvoir quand même participer à mettre une tarte électorale à Macron, parce qu'il y en a besoin, mais c'est pas
dans ça qu'on va pouvoir trancher la politique du pays. C'est dans soit une élection présidentielle, soit une élection législative. Et c'est la raison pour laquelle, si jamais il y avait une dissolution ou une démission du président de la République, on est tout à fait prêt à en revenir aux urnes. Je voulais vous dire une dernière chose sur ce texte, c'est que faut vous poser la question quand même. Darmanin, il savait qu'il n'avait pas la majorité des groupes politiques pour voter avec lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait à votre avis ? Je vous dis ça parce qu'il y a des médias qui ont signalé que c'était arrivé. Il a appelé des députés, un par un comme ça, ou son équipe a appelé des députés. Il y a des médias qui le disent, c'est pas moi qui le dis, c'est des médias qui le disent. Alors s'il n'est pas content, il se retourne contre les médias, parce que là il a porté plainte contre moi, je vais vous expliquer pourquoi, mais il devrait se retourner plutôt contre les médias qui disent ça. Donc il a appelé des gens en disant « tu veux pas une caserne de gendarmerie dans ton département, ou des postes en plus dans la gendarmerie de ton département, ou des postes en plus dans le commissariat de police de ta circonscription, et en échange, tu t'abstiens ou tu votes contre la motion de rejet préalable ?» Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et c'est encore une fois pas moi qui le dis, c'est des médias, mais je constate qu'un certain nombre de députés, les Républicains, qui soit ont voté contre la motion de rejet préalable, donc ont voté pour que le texte puisse être débattu, soit se sont abstenus, soit n'étaient pas là du tout, ce qui revient au même que s'abstenir, et bien un certain nombre de ces députés se sont vus promettre par Gérald Darmanin, ici l'implantation d'une caserne de gendarmerie, ici l'implantation de 2 casernes de gendarmerie dans le département de l'Indre. Le député Nicolas Forissier, qui a voté contre la motion de rejet préalable, bah lui il a carrément 2 casernes de gendarmerie qu'on lui a promises, et puis ici c'est 15 policiers supplémentaires, certains l'ont même, certains ils sont brillants. Ils s'abstiennent sur le texte. Le lendemain, ils ont Gérald Darmanin dans leur circonscription qui dit « Bon bah allez, 15 postes de policiers supplémentaires. Tiens, bah voyons donc. » Donc vous voyez, ça c'est un énorme problème. Parce que si c'est des faits qui sont effectivement avérés, et moi, avec Mathilde Panot, on a saisi la procureure de la République pour qu'elle puisse mener une enquête sur le sujet, eh bien si ce sont des faits qui sont avérés, ça s'appelle de la corruption. Ça porte un nom très précis. Article 433-1 du Code pénal, corruption. Article qui punit les corrupteurs, c'est-à-dire ceux qui cherchent à obtenir des votes de la part des députés, et qui punit les corrompus, c'est-à-dire ceux qui acceptent d'avoir des faveurs en échange d'une modification de leur comportement, et là, en l'occurrence, d'une modification de leur vote. Voilà, c'est un article qui punit de 10 ans d'emprisonnement et de 1 million d'euros d'amende au minimum, parce qu'il y a des circonstances aggravantes, notamment quand on fait ça en réunion, quand c'est des actes qui sont commis en réunion, et je veux dire, quand il y a toute une équipe apparemment qui passe des appels, eh ben, on peut dire que c'est de la corruption commise en réunion, donc il devrait y avoir, en tout cas au minimum, une enquête qui est menée sur le sujet. Bien sûr, tout ça n'aboutira à rien, comme d'habitude, parce que quand il s'agit de s'en prendre à la délinquance et à la criminalité des puissants, il n'y a plus personne, mais en tout cas, M. Darmanin n'a rien trouvé de mieux à faire que de porter plainte contre moi pour dénonciation calomnieuse. Bah tiens, il avait qu'à aller lire les médias, ou il avait qu'à pas faire ce qu'il a fait, parce que, je vous le dis, il n'y a pas d'autre possibilité. Quand il n'y a pas de majorité politique, c'est-à-dire quand il n'y a pas au moins le groupe Les Républicains qui s'abstient politiquement, c'est-à-dire dans son ensemble, ou qui vote contre la motion de rejet préalable, ou bien le groupe Rassemblement National qui s'abstient ou qui vote contre la motion de rejet préalable, s'il n'y a pas une décision politique d'un groupe politique, alors le seul moyen de réussir à faire passer son texte, c'est de décrocher des gens un par un. Le seul moyen, il n'y en a pas d'autre, ok ? Donc, il n'y a pas d'autre solution, ok ? Sinon, il aurait trouvé une solution politique. Il aurait réussi à obtenir l'accord de M. Ciotti ou de M. Marlex. Ciotti, c'est le président du parti Les Républicains. Marlex, c'est le président du groupe Les Républicains. Mais Ciotti et Marlex, ils ont voté le rejet du texte, d'accord ? Ils ont pris une décision politique. Donc, le seul moyen qu'avait trouvé Darmanin, de toute évidence, c'était de décrocher des gens un par un, et il espérait comme ça faire sa petite tambouille, mais ça n'a pas marché, parce que l'Assemblée nationale a repoussé son texte, et en même temps, ces petites magouilles d'arrangement pour pouvoir faire passer ce texte-là, en dépit du fait qu'il n'y avait pas de majorité politique. Je sais que je prends des risques en disant ça, je m'en fous, parce que je considère qu'à un moment donné, il faut savoir élever la voix et défendre l'intérêt général, et tant pis pour moi si à la fin il m'arrive des bricoles, parce que je suis convaincu de mon fait et je n'en démords pas, donc j'espère que la procureure de la République donnera suite à ça. Parce que pour moi c'est un énorme problème si jamais c'est possible de faire ça dans l'Assemblée nationale et que tout le monde considère que c'est normal et que on peut faire passer des textes comme ça. Dernier truc que je voulais vous dire, et j'en finirai là parce que sinon je vais me faire engueuler par Mathis et Alexandre qui vont dire que encore j'ai parlé trop longtemps. Dernier truc que je voulais vous dire, c'est que j'ai donc reçu une sanction de la part du bureau de l'Assemblée nationale qui est dirigé en gros par les macronistes, mais j'ai reçu une sanction sur la demande de Madame Le Pen. Donc le bureau de l'Assemblée nationale, sur demande de Madame Marine Le Pen,
m'a donné à moi une sanction. Les macronistes ont fait suite à la demande de Madame Le Pen. Les macronistes ont embrayé à la volonté de Marine Le Pen de me mettre une sanction. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, dans une intervention dans laquelle je défendais nos compatriotes franco-algériens, qui étaient ciblés par le Rassemblement national et par la droite, j'ai dit, eh bien, vous devriez plutôt faire honneur à nos compatriotes franco-algériens, puisque si vous voulez parler des apports positifs de l'immigration, souvenez-vous de 1944, où ce sont les combattants du Maghreb qui ont débarqué sur le sol de notre patrie pour la libérer des nazis, ceux qui sont en face de nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils me reprochent ça. Et ensuite, j'ai expliqué que, oui, il y avait en face de nous les descendants de Vichy, puisque le Rassemblement national propose la suppression du droit du sol et que les seuls à avoir fait ça dans l'histoire de notre pays, c'est Vichy, ok, donc c'est Pétain. Donc voilà, j'aurais dit, vous êtes les descendants de Pétain, nous sommes les combattants de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et voilà pourquoi j'ai pris une sanction. La sanction, c'est quoi? C'est 25% de mon indemnité d'élu en moins au mois de décembre. Alors, c'est pas très sympa pour Noël, mais je m'en fous, car je ne suis pas là pour le fric, je suis là pour faire de la politique et pour défendre des opinions politiques. Mais je vous dis une chose, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Je m'en fous de la sanction. Hein. Ça va pas me faire changer de parole, ça va pas me faire changer d'avis politique. Je me contrefous de m'être pris une sanction financière. Maintenant, par contre, il y a un problème. C'est que donc je suis sanctionné pour une intervention politique qui est faite au micro. D'accord? C'est pas un truc que j'aurais gueulé comme ça en disant bouh, le RN c'est des nazis dans l'Assemblée nationale alors qu'il y avait quelqu'un d'autre qui parlait. C'est quelque chose que j'ai dit dans mon micro. Vous avez la vidéo, vous pouvez regarder la vidéo. D'ailleurs, vous n'êtes pas privé parce que depuis que j'ai eu la sanction, la vidéo elle a fait 2 millions de vues. Donc bien fait pour ceux qui ont essayé de me mettre une sanction. Vous avez donné de l'audience aux propos que je tenais ce jour-là. Et d'ailleurs, je reçois plein de messages de félicitations pour avoir dit la vérité. Ça me fait rire. Les gens ils disent ah bah vous êtes sanctionné pour avoir dit la vérité. Et justement, c'est là que je veux en venir. C'est là qu'il y a un problème politique majeur qui est posé. Parce que l'article 26 de la Constitution, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui, mais c'est celui de l'immunité des parlementaires, celui qui garantit le fait que ma parole ou mes votes soient totalement libres et que je ne puisse pas subir de pression, et notamment de pression judiciaire, sur la parole que je tiens à l'Assemblée nationale. C'est vraiment très grave cette sanction parce qu'au final, c'est une mise en cause de la liberté de parole des parlementaires. Cette liberté, elle est garantie par l'article 26 de la Constitution et on peut être d'accord ou pas d'accord avec cet article, mais c'est celui qui donne l'immunité aux parlementaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas porter plainte contre moi pour diffamation, pour des propos que je tiens dans l'hémicycle. Et pourquoi il y a cet article? Précisément pour que ma parole soit totalement libre, que mes votes soient totalement libres, que je ne puisse pas subir de pression du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, que donc je sois un pouvoir législatif, moi tout seul, totalement libre dans ma capacité d'expression. Or, en me mettant une sanction sur des propos politiques qui sont tenus à l'intérieur de l'Assemblée nationale, ce que fait Yaël Braun-Pivet et ce que fait Marine Le Pen, c'est d'essayer de punir des propos politiques, d'essayer de faire en sorte que, parce que je risque de recevoir une sanction, je ne dise plus ça. C'est ça qu'ils essayent d'obtenir. C'est qu'ils essayent d'obtenir que je change ma manière de parler en raison du fait que je subis des sanctions. Ça, c'est... Bon, déjà, ça ne sert à rien parce que vous pouvez compter sur moi pour continuer à parler comme j'ai envie. Donc, petit 1, c'est inutile. Et petit 2, c'est un énorme problème parce que ça pose un problème démocratique de fond. Mais je vais plus loin. Parce que Yaël Braun-Pivet, c'est quand même la championne hors concours des sanctions contre la gauche. Il faut savoir que depuis là, 1 an et demi, c'est-à-dire depuis qu'elle a été élue présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, à elle toute seule, en 1 an et demi, elle a mis 73% des sanctions contre des parlementaires qui ont eu lieu sous la Ve République. Je répète, en 1 an et demi, elle a mis 73% des sanctions qui existent depuis 1958. Vous imaginez le niveau de répression de ces gens-là et qui sont concernés par ces sanctions. Qui est l'ennemi premier de Yaël Braun-Pivet? C'est le Rassemblement national? Non. Ils s'en foutent du Rassemblement national, c'est leurs copains. Ils discutent avec. Même Yaël Braun-Pivet, elle met des sanctions au nom de Marine Le Pen qui a demandé à ce que j'ai des sanctions. Donc c'est bien la preuve. Ils ont mis 95% de leurs sanctions à la NUPES. Et à l'intérieur de la NUPES, ils ont mis l'essentiel aux Insoumis. Je crois qu'on est à 80% ou 70%. Donc, vous voyez bien que ce qu'ils font en mettant des sanctions, c'est qu'ils essayent de limiter une parole et une expression politique qui n'est pas celle de l'extrême droite, ils s'en foutent, qui est celle de la gauche. 95% des sanctions ont été données à la NUPES. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, mais c'est parce que la NUPES, vous n'êtes pas respectueux des institutions de la Ve République. Ben tiens, on n'est pas respectueux des institutions de la Ve République. Déjà, on les respecte plus que les Républicains, parce que nous, au moins, on est dans l'Assemblée nationale, ok? Les Républicains, des fois, il n'y en a qu'un.
Sur un débat, il y a un républicain, et voilà, c'est tout, ou 2 ou 3, ok. Les mecs qui sont payés une fortune, Éric Ciotti c'est son cas, Éric Ciotti il est payé 10 000 € par mois, parce que en plus d'être député, il est questeur de l'Assemblée nationale, ok. Le gars, il est présent dans l'hémicycle que pour tenir des propos racistes une fois de temps en temps. Et le reste du temps, on le voit pas. D'accord? Donc, ceux qui respectent le plus l'Assemblée nationale, c'est ceux qui, comme moi, y siègent déjà pour commencer, et qui sont présents. Et ensuite, c'est respecter l'Assemblée nationale que de tenir des paroles politiques qui sont des paroles politiques fortes qui représentent le peuple français. Bon, ça, on est là pour ça. On est là pour représenter la parole du peuple français. Et le peuple français, il est content du macronisme. Il dit oui, youpi, vive la réforme des retraites. Ou oui, youpi, vive l'inflation sur laquelle ils ne font rien. Ou oui, youpi, vive le racisme qui s'exprime sans arrêt dans cette Assemblée nationale. Parce que, comme le disent les macronistes, ils ont servi sur un plateau d'argent un débat au Rassemblement national. Bien sûr que non. Les gens, ils en ont ras-le-bol. Et d'ailleurs, les gens, ils viennent me voir en me le disant, en me disant merci de tenir bon. Merci de parler aussi fort. Merci de faire entendre notre voix dans l'Assemblée nationale et ça fait plaisir d'avoir des gens comme vous. Et ben vous savez quoi? Nos sanctions, c'est des médailles, d'accord? Parce que ça va pas nous faire changer d'avis, ça va pas nous faire changer de manière de parler. Ils peuvent toujours se gratter s'ils veulent essayer de faire taire des insoumis. Et ma foi, eh bien on va continuer à faire ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire porter une parole qui est une parole populaire et une parole qui essayent de représenter ce que les gens nous disent quand on en discute avec eux. Voilà. Les sanctions, ça nous fera jamais taire, c'est pas une bonne solution. Il est temps que Madame Braun-Pivet revienne à la raison, qu'elle arrête de faire la remorque de Marine Le Pen, parce que ça ne sert à rien de nous sanctionner et ça ne fera qu'aggraver la crise politique, parce que un certain nombre de personnes partageant les propos que nous tenons dans l'hémicycle se disent que quand on se fait sanctionner nous, c'est un peu comme si eux se faisaient sanctionner pour ce qu'ils pensent. C'est ça qui me disent les gens. Donc ma foi, je suis assez serein sur le fait que en continuant et en étant des gens honnêtes dans ce que nous faisons, eh bien nous avons avec nous un soutien populaire qui s'accroît et contrairement à ce que disent les médias qui racontent de toute façon n'importe quoi la plupart du temps, ce soutien populaire n'est pas en train de diminuer, il est en train d'augmenter, je le sais, je le sens, je sais que ça vous saoule d'avoir des médias qui ne représentent pas ce que vous pensez, mais sachez-le, on est plus fort qu'eux désormais. Et ça, c'est aussi ce qui les agace un petit peu et qui les tend un petit peu, c'est qu'ils voient ce qui se passe. Ils voient les chiffres sur les réseaux sociaux, des vidéos qui font des millions de vues sur nos réseaux sociaux à nous, ceux des Insoumis. Et ils voient que eux, leur système médiatique à eux, il fait maintenant moins de vues que les réseaux sociaux, qui font moins d'audience, entre guillemets, que les réseaux sociaux. Et comme ils ne vivent que pour ça, ça les agace, parce qu'ils sont plus capables de faire tenir leur monde politique avec un discours politique bien structuré. Ils ont maintenant un contre-pouvoir médiatique, et ce contre-pouvoir médiatique, c'est pas nous, c'est vous. C'est vous qui choisissez de vos modes d'information, c'est vous qui choisissez de faire différemment du système d'information traditionnel, c'est vous qui choisissez de vous informer réellement en allant directement à la source, écouter ce que racontent les députés insoumis, comparer avec ce qu'il est dit de ce que disent les députés insoumis dans les médias et vous dire mais je ne vois pas le rapport en fait entre les deux. Donc les médias me mentent et s'ils m'ont menti sur ça, ils peuvent me mentir sur d'autres sujets. Et ben bingo, vous avez bien raison. Venez toujours à la source, venez écouter les propos des gens directement à la source. Faites pareil pour tous les autres. Faites pareil pour Marine Le Pen. Faites pareil pour Emmanuel Macron. Faites pareil pour je ne sais qui, mais instruisez-vous par vous-même, allez chercher l'information par vous-même, parce que de toute façon, vous pouvez être sûr du fait que les médias ont une orientation politique, même s'ils disent qu'ils sont neutres et objectifs et blablabla, ils ont une orientation politique, et cette orientation politique, ça n'est certainement pas une orientation qui est favorable aux intérêts du peuple quand on sait que l'essentiel de ces chaînes est détenu par des milliardaires et que l'essentiel des personnes qui présentent sur les plateaux télé gagnent des salaires qui sont entre 5 et parfois 20 fois le SMIC. Donc c'est clairement pas des gens qui partagent des intérêts collectifs avec vous ou avec le peuple qui est payé au SMIC, d'accord? Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu grognon, mais en même temps on est un peu grognon et en même temps très heureux d'avoir infligé une lourde défaite à Gérald Darmanin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça a duré beaucoup trop longtemps. Alexandre va me faire la gueule, mais c'est pas grave car c'était une vidéo qui m'a fait plaisir à faire et j'ai pu dire tout ce que j'avais envie de dire. Et là, il se prend la tête dans ses mains. Regardez, c'est la déprime, c'est la cata. Heureusement, il est flou, donc on a un petit doute. Salut tout le monde, à la semaine prochaine.